Bonsoir, bonsoir mes camarades dans ce meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique, meeting particulier dans cette période de confinement. Merci à vous tous qui avez fait le choix de participer à ce meeting. Merci aux camarades du POID, aux lecteurs de la Tribune des Travailleurs et plus généralement à vous tous, travailleurs, jeunes militants de toutes tendances, qui voulaient savoir dans cette situation complexe ce que sont les propositions du POID. Avant toute chose, je veux adresser mon salut fraternel aux camarades qui, en ce moment même, combattent pour la vie, combattent pour leur vie. Nos camarades qui, comme des milliers de travailleurs, sont frappés par le coronavirus. Salut fraternel également aux camarades qui les soignent, à l'ensemble des travailleurs de la santé. Salut à vous tous qui résistez à la destruction et qui, en combattant pour votre vie, exprimez aussi la nécessité pour toute l'humanité de résister à la destruction qui la menace. Camarades, aujourd'hui même, FR3 Bourgogne a communiqué l'information suivante. La femme d'un médecin urgentiste qui est aujourd'hui en réanimation à la Timone a dénoncé les conditions dans lesquelles son mari a contracté le coronavirus. Elle a expliqué qu'il a été contaminé le 6 mars par une patiente venue aux urgences. Mais son mari n'avait qu'un simple masque chirurgical, une mince protection, pas de masque PPP2. Il savait que l'hôpital était mal préparé. Elle vient de déposer plainte. Et elle a précisé, je dépose plainte aujourd'hui pour mon mari, je déposerai plainte comme l'ont déjà fait 600 médecins, plainte contre Agnès Buzyn, plainte contre Olivier Véran, plainte contre l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et elle a dit ceci, il ne faut pas applaudir les soignants, il faut les protéger. Tout était prévisible, on voyait bien ce qui se passait en Italie. Il fallait commander des masques. Ce médecin qui lutte aujourd'hui pour la vie dans le service de réanimation de l'hôpital de Marseille était le délégué jurassien de l'association des médecins urgentistes présidée par Christophe Prudhomme. Celui-ci a invité à multiplier les plaintes. Il faudra bien un moment ou un autre que les principaux responsables justifient leur position et les assument devant les tribunaux et la justice populaire, a-t-il dit. Camarades, c'est un fait parmi des milliers d'autres. Il y a aujourd'hui dans ce pays un vent de révolte qui monte, des plaintes qui sont déposées, des pancartes qui sont affichées, des panneaux, des vidéos, des tracts. Hier, lorsque Macron est allé à l'hôpital de Marseille, les soignants l'ont accueilli au cri de « des moyens pour les soignants ». Certes, la révolte qui monte est encore contenue par les conditions du confinement, mais n'ayons aucun doute à ce sujet. L'explosion mûrit, l'explosion se prépare. Oui, les responsables devront rendre des comptes. C'est pourquoi ici, dans ce meeting du Parti ouvrier indépendant démocratique, on n'entendra pas parler d'union sacrée ou d'union nationale. Nous ne sommes partie prenante d'aucune union sacrée. Bien sûr, le Covid-19 par lui-même, ce virus, découle des lois de la nature et pas des lois de la lutte de classe. Mais les conditions dans lesquelles cette épidémie s'est répandue, elles ne résultent pas des lois de la nature. Elles résultent de politiques qui ont étouffé la recherche, qui auraient pu préparer dans d'autres conditions la pandémie, de politiques qui ont renoncé à produire des masques, des tests, de politiques qui ont vidé les hôpitaux d'un service de réanimation, de politiques qui ont liquidé les services d'urgence, oui, de politiques menées par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, que nous accusons tous parce qu'ils se sont soumis aux politiques d'austérité, parce qu'ils se sont soumis à la Banque centrale européenne et au contrôle des banques et des capitalistes en général, de porter la responsabilité du désastre en cours. Bien sûr, répétons-le, le Covid-19 procède des lois de la nature et pas de la lutte de classe. Mais qui est frappé aujourd'hui d'abord et avant tout? Qui subit les millions de suppressions d'emplois? Qui subit le chômage partiel? Dans quel quartier cette maladie se répand-elle plus que dans d'autres, sinon dans les quartiers ouvriers populaires, où les familles sont concentrées sur de petites surfaces?
Quels enfants dans les écoles sont les plus frappés par le lien rompu avec l'institution scolaire? Ce sont les travailleurs, les pauvres, les jeunes. Le gouvernement ment pour cacher sa responsabilité et celle des précédents, mais nul n'est dupe. Alors répétons-le, nous ne sommes pas partie prenante d'une union sacrée dont le principe de base est qu'il faut sauver les banques. Nous sommes engagés dans un combat de lutte de classe pour sauver l'humanité, donc sauver la classe qui est au cœur de l'humanité, est celle qui produit toutes les richesses, la classe des travailleurs. Pour cela, c'est une évidence, il faudra chasser Macron et son gouvernement. Nul ne peut avoir le moindre doute à ce sujet. Mais cela suffira-t-il? Chasser Macron demain, pour faire quoi à la place? Pour quelle politique et dans quelles conditions? C'est de cela aussi que nous voulons parler ce soir. Je passe la parole à Béatrice Jaffrenou. Elle est auxiliaire de puériculture à l'hôpital de Dreux. Bonjour à tous. Je suis auxiliaire de puériculture, en effet, à l'hôpital de Dreux. Faire face à la crise dramatique qui secoue notre pays, notre hôpital a été entièrement reconfiguré. La totalité des collègues a réadapté ses horaires de travail. De notre collègue au tri des déchets, en passant par les femmes de ménage, les cuisiniers, les agents des services techniques, administratifs, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les élèves infirmières, les élèves aides-soignantes. Plus de 100 lits ont été fermés afin de concentrer tous les moyens dans les unités Covid. Mais voilà, dans tous les hôpitaux, en France et partout dans le monde, le matériel manque, fait cruellement défaut. Les masques, pour ceux qui en ont, et qui devraient être changés toutes les 4 heures ou 8 heures, durent 12 heures. Le stock des surblouses ne suffira jamais. À côté de l'espace mortuaire de mon établissement, un camion réfrigéré est là, attendre de sordide, attendre le résultat d'une politique meurtrière. On entend partout des appels aux dons. En effet, c'est grâce à la générosité des habitants, des ouvriers, de l'anonyme, que le stock de masques et de surblouses est maintenu. Et jusque quand? C'est révolté que j'entends comme vous qu'il faille faire des choix parmi les patients qui ont droit au dépistage ou pas, faute de matériel suffisant. À l'hospitalisation dans les unités dédiées ou pas, à la réanimation ou à la mort. Ce gouvernement nous ment. C'est profondément en colère que je vois le sort des pensionnaires dans les EHPAD. Les morts ne sont pas comptés, les tests ne sont pas faits, ni pour les personnels, ni pour les personnes âgées. Le dévouement dont font preuve tous les collègues dans tous les services qui accueillent les personnes âgées est remarquable. J'ai l'impression que mon hôpital tient sur des pilotis bancals, au risque de s'effondrer à chaque instant. Pourtant, par milliers, avec nos organisations syndicales, pendant plus d'1 an, nous avons manifesté pour des moyens supplémentaires pour une autre politique. Inlassablement, mesures d'économie sont appliquées et demeurent. Ce gouvernement, dont le seul intérêt est la santé des banques, n'a annulé aucun, je dis bien aucun, plan d'économie, que ce soit de Nancy à Dreux, en passant par Auxerre, Sens et Tours et tous les autres hôpitaux de France. Du moins jusqu'aux dernières 24 heures, où il est annoncé à la suspension des plans d'économie suite au scandale déclenché par le directeur de l'ARS de Nancy précisément. De 1971 à aujourd'hui, plus de 50 ans d'une politique qui conduit au drame qui se déroule sous nos yeux et qui devrait continuer de s'appliquer de la crise passée. Vous trouverez d'ailleurs dans la Tribune des travailleurs, rendu cette semaine par les metteurs du POID, un article qui retrace ces 50 ans de sale histoire pour la santé. 69 000 d'hospitalisation de lits, 69 000 lits d'hospitalisation complète fermés en 15 ans. Macron à lui seul porte la responsabilité d'en avoir fermé 4 172 en 1 an. Toutes ces lois sont venues trahir notre système de sécurité sociale. Permettez que chacun soit soigné selon ses besoins. Permettez à chacun, de la naissance au grand âge, de recevoir les soins nécessaires à son état. Aujourd'hui, chacun reçoit des soins selon une enveloppe fermée, des soins selon le nombre de lits ouverts, des soins selon le nombre de places disponibles dans les hôpitaux, selon les médicaments disponibles ou pas, selon qu'ils soient riches ou pauvres, selon qu'ils soient jeunes ou vieux, et surtout,
selon que le patient réponde ou non à des critères de rentabilité définis, imposés par la loi Bachelot, dite HPST. Tous les jours dans les hôpitaux, les malades luttent pour leur survie. Les collègues luttent elles aussi. 3 semaines de crise sont 3 semaines d'épuisement total. 3 semaines de crise, c'est 3 semaines de pleurs, d'incertitude, de colère. J'entends des voix qui s'élèvent pour le après, pour une grande concertation, une grande consultation, refonder le système de santé. Mais sur quelle base? Sur ce qui se passe depuis plus de 50 ans ou sur la nécessité d'abroger toutes les lois qui seront citées, je viens de citer, sur la nécessité d'augmenter les dépenses de santé ou de les comprimer. La nécessité d'injecter dans la santé tout ce qu'on a besoin, où on soigne les banques, où on soigne les malades, tous les malades. Où on sauve les banques, où on sauve les hôpitaux, où on sauve la population, où on sauve le système bancaire en lui accordant 343 milliards d'euros, lui donnant ainsi les pleins pouvoirs sur nos conditions d'existence. Les 343 milliards doivent être réquisitionnés immédiatement. La seule solution pour enrayer cette tragédie est d'augmenter les dépenses de santé, de rouvrir immédiatement les usines de fabrication de masques, de tests de dépistage, de bouteilles d'oxygène, de respirateurs, de matériel, de fabrication de curares, de rouvrir tous les lits, d'ouvrir des lits de réanimation, d'affecter autant qu'il le faut à la recherche, d'embaucher par centaines dans les hôpitaux. L'acquisition des 343 milliards d'euros donnés aux banques, l'acquisition de ces milliards d'euros pour stopper le nombre de morts tout de suite, pour trouver un remède, retrouver du souffle. C'est le sens de mon engagement depuis longtemps dans le syndicalisme, depuis longtemps dans le mouvement ouvrier, dans la construction du Parti ouvrier indépendant démocratique. Merci à vous. Vous le savez, la pandémie frappe, comme son nom l'indique, les travailleurs et les peuples du monde entier. Elle est apparue d'abord en Chine, et parmi les nombreux messages que nous avons reçus pour le meeting de ce soir, voici celui du camarade Chiang Kai-wei. Il est l'un des responsables du comité industriel des travailleurs chrétiens de Hong Kong. Je m'appelle Chiang Kai-wei. Je suis responsable du Christian Industrial Committee de Hong Kong. Je voudrais d'abord souhaiter plein succès à votre campagne ouvrière. L'épidémie mondiale de coronavirus est à l'origine d'une récession économique mondiale qui va s'amplifier. Notre point de vue est que dans cette situation, c'est la classe ouvrière qui va en subir les conséquences. En Chine, déjà, les travailleurs qui sont de retour à l'usine sont contraints de travailler plus pour gagner moins. Une récente enquête que nous avons menée à Guangdong, dans le sud de la Chine, a montré que 65% des ouvriers interrogés n'ont pas reçu de salaire pendant la période de confinement où le travail avait cessé. La plupart d'entre eux ont reçu un salaire inférieur et 15% des travailleurs n'ont rien touché du tout pendant la période de confinement. La proportion des travailleurs mis au chômage s'élève à 6%. Lorsque les travailleurs ont repris le travail, 80% d'entre eux ont été appelés à travailler plus longtemps pour des salaires équivalents ou inférieurs avant l'épidémie. Un tiers des travailleurs ont été contraints de payer de leur poche les protections contre le virus, comme par exemple les masques. De plus, il a été demandé aux autorités locales d'aider les entreprises à relancer la production. Il leur a été également demandé d'adopter une attitude favorable aux chefs d'entreprise. En cas de conflit avec les employeurs, les travailleurs subissent les conséquences d'une telle attitude favorable aux entreprises. D'une manière générale, l'attitude adoptée par les autorités en Chine est plus favorable aux entreprises qu'aux travailleurs. À l'occasion de plusieurs licenciements qui ont lieu à Guangdong, les travailleurs ont finalement été contraints d'accepter les dictats des employeurs car ils n'ont pas bénéficié du soutien des autorités locales qui soutenaient les chefs d'entreprise. Au Christian Industrial Committee, nous travaillons avec nos partenaires en Chine pour faire face à cette situation et, dans la mesure du possible, fournir notre soutien aux travailleurs sur le plan légal. Évidemment, la solidarité internationale est importante pour les travailleurs de Chine et leur permet de combattre pour leurs droits. Nous avons besoin de votre soutien. Merci beaucoup. We need your support. Thank you so much.
Merci pour ce message au camarade Chiang Kai-wei. Depuis maintenant près de 4 semaines, des millions et des millions d'enfants, de lycéens, d'étudiants ont été coupés de l'institution scolaire. Cela crée une situation inédite, grave, dangereuse. Je passe la parole au camarade Luc Bénizeau, directeur d'école dans le Val-de-Marne. Bonjour, je suis directeur d'école à Villejuif dans le Val-de-Marne. Depuis maintenant 4 semaines, les équipes enseignantes font preuve d'une grande solidarité et multiplient leurs efforts pour poursuivre la continuité pédagogique et le lien essentiel, quand elles y arrivent, avec les familles. Dans les pires conditions, sans aucun moyen, dépourvus de matériel professionnel, les collègues n'hésitent pas une seconde à utiliser leur matériel personnel, à faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour s'investir et continuer de suivre leurs élèves. Mais comme vient de me l'écrire une collègue, nous savons tous que malgré tous les efforts fournis, la prochaine année scolaire sera particulièrement difficile et que l'épisode du confinement laissera des traces importantes sur les enfants, les familles et aura de lourdes conséquences sur le plan scolaire. Nous allons accueillir dans nos écoles et avoir en classe des enfants qui, pour une proportion très importante, n'auront pu bénéficier d'un suivi pédagogique pendant plusieurs mois et seront en rupture d'apprentissage. Des enfants qui avaient auparavant des difficultés et dont les suivis en orthophonie, psychomotricité et les prises en charge par les CMP et CMPP auront été interrompus pendant près de 6 mois. Des enfants qui ont subi directement ou par leurs proches la maladie, voire qui ont connu des décès. Des enfants qui vont être durablement traumatisés par la peur d'attraper la maladie, de sortir, notamment des enfants de soignants qui auront vécu plusieurs mois avec la peur de voir leurs parents contaminés et d'attraper le virus aussi. Des enfants qui vont voir les conditions économiques de leur famille basculer brutalement parce qu'ils vont se retrouver au chômage partiel, voire au chômage total, et qui vont voir leurs conditions de vie changer d'un coup, déménagement, voire précarité. Des enfants qui auront subi pendant plusieurs semaines des situations d'extrême tension dans le cadre familial. Des enfants souffrant de troubles du comportement qui n'auront pas été pris en charge pendant des mois. Et il faudra tenir compte du fait qu'un certain nombre d'enseignants auront vécu des choses du même ordre, maladie, perte de proches, tensions familiales. Dans notre département, le 21 mars dernier, les responsables de l'éducation nationale ont tenté de profiter du confinement pour faire passer la fermeture de 104 classes et de 29 dédoublements CP-CE1. Cette annonce a suscité une colère dans toutes les écoles et une prise de position unanime exigeant l'annulation des fermetures de la part de la plupart des organisations syndicales et de la Fédération de parents d'élèves. Certes, les instances paritaires ont été repoussées, mais elles viennent d'être reconvoquées pour les 20 et 21 avril. Dans le nouveau document transmis par l'inspectrice d'académie, celle-ci maintient encore pas moins de 85 fermetures de classes et 20 fermetures de dédoublement CP-CE1. Hier, 5 députés et 2 sénatrices du Val-de-Marne se sont adressés au ministre dans un courrier commun demandant un moratoire exceptionnel dans la fermeture des classes dans le Val-de-Marne à la rentrée 2020. Alors oui, nous le savons tous, l'annulation des 85 fermetures de classes et des 20 fermetures de dédoublement CP-CE1 prévues est indispensable. Oui, l'ouverture de classes supplémentaires pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves est indispensable. Oui, le maintien des décharges de direction est indispensable, mais nous le savons tous aussi, tout cela ne suffit pas pour pouvoir répondre à la situation d'urgence et aux désastres scolaires auxquels nous allons devoir faire face à la rentrée prochaine. De quoi avons-nous besoin ? Les organisations syndicales SNUIPP, FSU, SNUDIFO, CGT Éducation du Val-de-Marne viennent de lancer un appel. Une dotation exceptionnelle d'urgence est indispensable pour le Val-de-Marne. Je vous cite un extrait de cet appel. Au vu des conditions exceptionnelles de la prochaine rentrée, des postes supplémentaires doivent être attribués à titre exceptionnel à toutes les écoles du département afin de permettre qu'une génération entière d'enfants, parmi les plus fragiles, ne soit pas sacrifiée. Nous aurons besoin d'organiser partout, particulièrement dans les quartiers où les difficultés sociales sont les plus importantes, des dédoublements de classes dans beaucoup de niveaux, des petits groupes, des séances personnalisées, des suivis individuels pour rattraper les inégalités qui se seront inévitablement creusées, pour permettre à des milliers d'enfants de redevenir des élèves et de reconstruire l'école, pour rétablir les liens avec les familles, tenir des équipes éducatives. Les décharges de direction devront être augmentées. Oui, une dotation exceptionnelle en urgence de plusieurs centaines de postes est indispensable pour notre département.
mais nous savons que la situation est la même partout, dans tous les départements. En réalité, une dotation exceptionnelle en urgence de dizaines de milliers de postes est indispensable pour tout le pays et qu'on ne nous oppose pas que ce n'est pas réaliste. Rappelons-nous que depuis des années, c'est au nom du réalisme budgétaire que dans les hôpitaux, des milliers de lits ont été fermés, que les postes de soignants ont été réduits, que les stocks de masques de protection ont été vendus. Chacun constate aujourd'hui les conséquences dramatiques de ce réalisme mis en œuvre par les gouvernements successifs. Nos députés qui viennent de demander un moratoire sur les fermetures ont tous en commun d'avoir voté pour que 343 milliards soient attribués aux banques le 19 mars. La dotation exceptionnelle en urgence pour notre département, pour tous les départements, nécessite que ces 343 milliards d'euros qui ont été attribués aux banques soient immédiatement réquisitionnés. Je vous remercie. Merci à Luc. Dans le monde entier, quand l'épidémie se répand, et plus elle se répand, plus elle prend un caractère de classe. Aux États-Unis, il est impossible de cacher désormais que ce sont les Noirs qui sont les premiers frappés. Le message qui suit nous a été adressé par le camarade Nnamdi Scott Lumumba, militant ouvrier noir de Baltimore aux États-Unis. Salut camarades, frères et sœurs dans le combat de la classe ouvrière. Nous, les militants de l'organisation ouvrière et noire Ujima People's Progress Party, dans l'État du Maryland, nous vous transmettons nos saluts solidaires. Nous allons construire ensemble la résistance, pas seulement contre les patrons, mais aussi pour combattre cette pandémie du Covid-19. Vous le savez peut-être, ici aux États-Unis, en raison de siècles de racisme, d'oppression, d'esclavage, de discrimination, de ségrégation, le peuple noir en Amérique est dans sa grande majorité frappé par la pauvreté et par les problèmes de santé. Nous souffrons plus que les autres Américains de taux importants de diabète, d'hypertension, d'asthme et de maladies graves. Tout ce passif qui est dû au racisme institutionnel aux États-Unis aboutit à ce que le taux de contamination des travailleurs noirs au coronavirus est incroyablement plus élevé que le reste de la population et le taux de mortalité des Noirs est plus important que le reste de la population. C'est ce que montre la situation dans des États comme la Louisiane, comme le Michigan, dans la ville de Détroit. 70% des décès liés au coronavirus sont des Noirs. Et ceci en raison du manque d'accès à la santé. En raison du fait que, très souvent, lorsqu'un travailleur noir vient demander à pouvoir être dépisté, il n'est pas rare qu'il soit renvoyé chez lui, livré aux ravages de la maladie. Ici, dans le Maryland, nous sommes confrontés au même problème, au même manque d'accès aux hôpitaux. Il y a déjà 150 morts du coronavirus. Dans les quartiers où vivent les travailleurs noirs, qu'on appelle de véritables déserts, parce que l'on n'y trouve ni magasins alimentaires, ni marchés, ni accès à de la nourriture, ce sont des quartiers complètement coupés du monde. Nous sommes partie prenante des initiatives prises ici par des militants de ces quartiers populaires pour organiser l'approvisionnement quotidien de la population. Les autorités locales ont tenté de nous empêcher de faire cela. Elles ont tenté de nous intimider, de nous menacer. Elles ont menacé d'expulser de leur logement de type HLM les militants qui sont engagés dans cette campagne. Nous devons continuer la lutte, continuer à construire notre propre force pour régler nous-mêmes nos problèmes
En finir définitivement avec les patrons, chez nous comme dans le monde entier, pour qu'enfin nous puissions vivre dans une société juste. Je passe à présent la parole à la camarade Christelle Kayser, secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique. Bonsoir à toutes et tous. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du département dans lequel j'habite, je travaille et je milite, la Seine-Saint-Denis. Avec ses 1,6 million d'habitants, dont plus d'un quart vit sous le seuil de pauvreté, la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. Et c'est dans ce département que le taux de mortalité a connu, en raison de l'épidémie de coronavirus, une augmentation exceptionnelle, plus 63% au cours de la semaine dernière. Le directeur de la santé, Jérôme Salomon, je le cite, dit ne pas avoir d'explication dans l'immédiat. Mais de qui se moque-t-il, le directeur de la santé? Tout le monde le sait, en Seine-Saint-Denis, il y a plus de morts, car il y a plus de contaminés par le Covid-19, car il y a plus de pauvres. C'est ce qu'affirme le chef du SAMU du 93. Le virus circule beaucoup plus facilement qu'ailleurs, dit-il. Il l'explique ainsi. Le confinement est complexe dans les territoires défavorisés où il y a beaucoup de familles nombreuses, dans des logements petits, des foyers de travailleurs immigrés, des bidonvilles. Et il ajoute, on sait que les maladies infectieuses touchent plus durement les plus précaires, car la transmission est plus facile et qu'ils sont plus difficiles à suivre. Oui, il est plus difficile de s'isoler quand on vit dans ces conditions, quand il y a surpopulation dans de nombreux logements et encore quand ces derniers ne sont pas carrément insalubres. Mais cette situation n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat de décennies de politiques de remise en cause du logement HLM, de privatisation des organismes HLM et plus récemment du transfert de compétences qui interdit désormais aux communes de construire des logements HLM nécessaires. Politique qui empêche de répondre aux besoins de la population en termes de logements sociaux et qui impose à de nombreuses familles de Seine-Saint-Denis de vivre dans des conditions épouvantables. Ajoutons que du fait de leur profession, aide-soignante, aide à domicile, caissière, agent d'entretien, agent de sécurité, éboueur, livreur, et ou de leur situation précaire, de nombreux habitants de Seine-Saint-Denis doivent continuer à aller travailler en pleine épidémie et sont donc largement exposés au virus. À cela s'ajoute le fait qu'ils doivent très souvent emprunter des moyens de transport bondés pour aller travailler la boule au ventre. Ajoutons que la Seine-Saint-Denis est un désert médical. 37 villes sur 40 sont déclarées déserts médicaux par l'Agence régionale de santé elle-même. C'est l'un des départements les moins bien dotés en termes de lits d'hôpitaux, seulement 42 pour 10 000 habitants, contre par exemple 77 pour 10 000 habitants à Paris. Le nombre de lits de réanimation est très insuffisant, dans des proportions encore plus grandes qu'ailleurs. Les hôpitaux de Seine-Saint-Denis doivent également affronter le problème du manque de soignants. Ajoutons également qu'en Seine-Saint-Denis, les publics à risque sont nombreux, car dans ce département, on souffre plus de diabète, d'obésité et de diverses maladies chroniques qui sont des facteurs aggravants du Covid-19 et dont on sait qu'ils ont un rapport avec le taux de pauvreté. Un diabétologue de la caisse primaire d'assurance de Bobigny a, il y a quelques années, réalisé une étude intitulée « Déterminisme socio-économique de l'obésité dans ce département ». Il avait relevé en 2013 22,4% de personnes obèses et une progression permanente, avec une proportion plus forte chez les femmes de 33,9%. Surpoids lié, on le sait, à une alimentation déséquilibrée, elle-même liée à des difficultés financières. Tous les médecins s'accordent à dire que ce surpoids entraîne des diabètes, des maladies cardiovasculaires qui sapent les défenses de l'organisme face au Covid-19. Ce surpoids explique aussi la surmortalité infantile avec 4,8 décès pour 1000 naissances, alors que la moyenne nationale est de 3,2 pour 1000. La Seine-Saint-Denis détient le triste record du nombre d'enfants décédés avant l'âge d'1 an. La Seine-Saint-Denis a l'un des plus bas nombres de médecins en France. Un médecin responsable des centres de santé dans une commune du département indique: il y a le risque que ces personnes, celles dont je viens de parler, personnes en difficulté que nous ne voyons plus dans les centres de santé, n'osent pas venir par peur de la contamination ou d'engorger les services d'urgence et décèdent chez elles. Et il ajoute: nous essayons de limiter la contamination aussi dans les foyers de travailleurs migrants. La semaine dernière, dans l'un d'entre eux, nous en avons testé 70. Nous en avons trouvé 8 contaminés que nous avons réussi à isoler dans des hôtels, ce qui pose aussi la réquisition des logements. N'oublions pas le
plan de fermeture des centres de PMI, si précieux pour les familles de Seine-Saint-Denis, décidé par le conseil départemental à majorité PS-PC. Enfin, les habitants de Seine-Saint-Denis n'ont pas de résidence secondaire très souvent, et rares sont ceux qui sont partis pour se confiner. Pendant ce temps, les forces de l'ordre embarquent les jeunes des cités pour délit de confinement. Une camarade avocate nous alerte sur le fait que ce délit fait l'objet de contestation de la part d'un certain nombre d'avocats, car il serait un délit anticonstitutionnel. Alors, Monsieur Salomon, vous n'avez toujours pas d'explication concernant l'augmentation exceptionnelle du taux de mortalité en Seine-Saint-Denis, mais pas seulement. Pas plus, j'imagine, que vous n'avez d'explication sur l'ampleur prise par l'épidémie dans tout le pays. Je ne suis pas une spécialiste, mais je peux vous donner quelques pistes. Peut-être que la gravité de l'épidémie a un rapport avec l'augmentation du taux de pauvreté, là encore, résultat de la politique des gouvernements successifs qui ont bloqué les minima sociaux, qui ont permis les plans de licenciement et le développement du chômage et qui, pendant ce temps-là, ont distribué des milliards aux entreprises, notamment par le biais du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE. Peut-être que la gravité de l'épidémie a un rapport avec les suppressions d'hôpitaux, de lits d'hôpitaux et de postes dans les hôpitaux. 69 000 lits fermés en 15 ans, Béatrice l'a rappelé, et cela n'aurait aucune conséquence. Et cette politique de destruction ne s'arrête pas à la santé, elle concerne tous les services publics. Prenons l'exemple de la Poste. Le 6 avril dernier, des files d'attente interminables se sont formées devant les bureaux de poste en Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Car le week-end précédent étaient versées les prestations sociales, RSA, allocation familiale, allocation logement, qui pouvaient être retirées au guichet de la Poste dès lundi. Il faut ajouter que sur les 93 bureaux de poste ouverts en temps normal, seuls 39 bureaux étaient ouverts ce lundi. À Saint-Denis, relate le journal Le Parisien, une femme, le ventre vide, vient d'une commune proche où aucun bureau de poste n'est ouvert. Elle a dû prendre un bus bondé pour arriver jusqu'ici. On sait que la banque postale, filiale de la Poste, est parfois la seule possibilité pour les plus précaires d'avoir un compte en banque. Les mêmes, souvent privés de carte bancaire, n'ont d'autre solution que les espèces pour faire leurs courses. Pour les postiers, de l'autre côté du guichet, dénonce la Fédération nationale de la CGT de la Poste le 3 avril dernier, la réalité dans beaucoup de services est que les agents ne sont pas équipés, ne serait-ce que de masques, de gel, de gants, de lingettes désinfectantes et de plexiglas. Alors, je ne peux pas évoquer la situation faite aux habitants de Seine-Saint-Denis et plus généralement aux familles ouvrières et populaires dans tout le pays, sans évoquer la situation particulière des femmes. La situation de double oppression au travail et au foyer est largement aggravée par le confinement. Les chiffres sont parlants. Une enseignante indique que dans les cours en visio, dans les mails de réponse, c'est à 95% les mères qui s'y collent. 49% des ménages déclarent plus se disputer au sujet des tâches domestiques depuis le confinement et on imagine aisément les raisons. S'ajoutent les situations de violence conjugale qui augmentent considérablement. Une femme témoigne à ce sujet, je la cite, « Quand il lève le ton, j'ai plus peur qu'avant. On est enfermés tous les deux, si ça se passe mal, je ferai quoi? Du coup, j'ai cessé de commenter la vaisselle qu'il ne fait pas ou l'appartement qu'il salue. Une dispute pourrait être trop coûteuse. Je m'occupe de tout en silence. » Ce qui nous ramène à la question de l'école. Luc l'a rappelé, on est bien loin de la continuité pédagogique dont le ministre Blanquer parle. 5 à 8% auraient décroché, nous dit-il. Les enseignants et les élus locaux nous communiquent d'autres chiffres. Dans une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, intitulée « Monsieur Blanquer, n'ajoutez pas une crise scolaire à la crise sanitaire », 10 maires de Seine-Saint-Denis dénoncent, à juste titre, une école à la maison qui accroît les inégalités scolaires. Ils affirment que le nombre d'élèves dont les enseignants auraient perdu la trace serait compris entre 25 et 35% dans les quartiers populaires. On est bien loin des 5 à 8% évoqués par M. Blanquer. Oui, M. Blanquer, la réalité est tout autre que celle que vous décrivez. Elle est celle de centaines de milliers d'élèves aujourd'hui confinés qui sont en situation de naufrage scolaire. Et dans ce contexte, vous osez continuer à fermer les classes en Seine-Saint-Denis et ailleurs. Et dans ce contexte, vous osez accélérer la mise en œuvre des réformes de destruction. La Tribune des travailleurs, cette semaine, publie des témoignages de parents angoissés à l'idée de ne pas pouvoir aider leurs enfants, à l'idée du retard pris chaque jour qui passe dans les apprentissages, Luc l'a rappelé. Je pense à la situation de Fatima et Moussa qui habitent à Lucé en Eure-et-Loire
Il raconte comment, avant le départ de Moussa à 15 heures au travail, il faut organiser le travail scolaire de leurs 5 enfants avec un seul ordinateur. Je pense à la situation d'Abi qui habite en Seine-Maritime. Son fils, en cours préparatoire, en avril, ne sait pas lire. Elle raconte son angoisse face à cette situation, elle qui n'est pas formée pour cela, qui n'a pas de méthode, dit-elle, car on ne s'improvise pas enseignant. Et même quand on est enseignant, on ne fait pas le même travail face à une classe où on est capable de détecter facilement une incompréhension, un froncement de sourcils, une moue. C'est beaucoup plus difficile quand on est devant un ordinateur. Face à ce désastre annoncé, il faut prendre les mesures d'urgence qu'appelle la situation. Par exemple, doter toutes les familles d'un ordinateur, d'une tablette, d'une connexion Internet et s'assurer qu'elle fonctionne. Par exemple, mettre en place un plan de recrutement immédiat d'enseignants pour apporter une aide aux côtés des enseignants dans l'apprentissage de la lecture pour les élèves du cours préparatoire. Par exemple, organiser la titularisation immédiate de tous les enseignants contractuels pour organiser des cours en petits groupes. Par exemple, faire en sorte que les élèves bénéficient d'heures en plus dans chaque discipline, mettre en place des groupes de rattrapage à un effectif réduit et bien évidemment annuler toutes les fermetures des classes et ouvrir toutes les classes nécessaires. Un camarade enseignant faisait remarquer dans une réunion cette semaine qu'il faudrait ouvrir d'urgence les écoles normales fermées il y a un moment pour former à nouveau des instituteurs en masse. Il a raison, car aujourd'hui l'urgence c'est de sauver la jeune génération. Et pour faire cela, oui, il faut des moyens financiers considérables. Oui, il faut confisquer les 343 milliards d'euros dont parlait Béatrice et Luc tout à l'heure pour l'école, les hôpitaux, la poste et l'ensemble des services publics. Je vous remercie. Merci Christelle. Bien évidemment, la pandémie de coronavirus frappe des travailleurs sur des continents différents et parfois dans des conditions terribles. Voici le message que nous adresse le camarade Nambiat Vasudevan. Nambiat Vasudevan est un responsable syndical indien à Bombay. Il est le responsable du Trade Union Solidarity Committee. Il a organisé, en commun avec le POID et d'autres forces, la conférence internationale de Mumbai qui, voilà 3 ans, a constitué le Comité ouvrier international. Voici ce qu'il écrit. Cher camarade Daniel Luxten, le monde fait face à une nouvelle situation depuis le déferlement du coronavirus. Des millions d'êtres humains sont touchés par la terrible pandémie et des milliers de vies ont été perdues en Chine, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en France et dans bien d'autres pays. Paradoxalement, à ce moment, les pertes humaines les plus lourdes se trouvent dans les pays les plus prospères. Le mouvement syndical a toujours demandé aux travailleurs d'être ensemble, unis, de se tenir au coude à coude dans la lutte contre l'exploitation et l'injustice. Aujourd'hui, pays après pays, le confinement est imposé. En Inde, c'est le cas depuis le 24 mars. Le confinement touche les populations de manière différente. Pour une minorité, ils demeurent chez eux pour se protéger de la propagation du virus. Mais la grande partie de la population indienne, 1,350 milliard d'habitants, doit sortir pour travailler si elle veut survivre. Beaucoup vivent dans des bidonvilles. La distanciation ne peut être observée même à l'intérieur des logements pour ceux qui en disposent. Il s'agit de travailleurs sous contrat à durée déterminée, de travailleurs qui se louent à la tâche, à la journée, de conducteurs, de vendeurs de rue, de personnel de maison. Alors qu'il a annoncé un confinement total, le gouvernement n'a proposé aucun mécanisme pour préserver des millions d'Indiens de la tragédie à laquelle ils font face. Plus de 90% des salariés survivent sur une base quotidienne. Il y a une vaste population venue des campagnes, vivant à des milliers de kilomètres de chez eux. Le lockdown les a privés de travail, de revenus, d'abri, de moyens de transport. S'ils ne meurent pas du coronavirus, ils mourront de faim. C'est pourquoi, en grand nombre, hommes, femmes, enfants, vieillards, malades ont tenté de rejoindre leur village. C'est un terrible exode, pire que celui connu lors de la partition de l'Inde en 1947. Le coronavirus a dévoilé l'exploitation brutale qui est à la base du système capitaliste. Même les pays industrialisés sont frappés et subissent un manque de lits d'hôpitaux, de personnel médical et de moyens pour sauver les vies, ce qui démontre la négligence criminelle dans le domaine de la santé et de la protection sociale. Les pays les plus pauvres vont connaître un sort terrible. Je suis convaincu que la situation qui se développe dans tous les pays du monde souligne le fait que c'est la responsabilité de la classe ouvrière de s'opposer à la guerre et à l'exploitation. La conférence tenue à Mumbai a souligné le problème des millions de migrants.
non seulement dans des pays déchirés par la guerre comme l'Irak, la Syrie ou la Libye, mais y compris en Inde. Il y a des millions de migrants dans leur propre pays qui aujourd'hui luttent pour leur vie. L'Inde était déjà engagée dans une crise économique profonde lorsque l'épidémie a explosé. Elle connaissait aussi une crise sociale et politique engendrée par les décisions du gouvernement indien de diviser les citoyens sur la base de la religion. Partout comme en Inde, le mouvement ouvrier est affecté. C'est l'heure de construire un véritable internationalisme prolétarien. Il est temps de développer la solidarité ouvrière dans chaque pays qui seul garantira la possibilité pour les masses de se libérer de l'exploitation capitaliste et des guerres injustes que le capitalisme provoque. J'adresse à votre meeting du 10 avril mes salutations fraternelles et mes souhaits de réussite. Autre continent, autre pays tragiquement touché par le coronavirus. Je cède la parole à présent au camarade Lorenzo Varaldo. Il est militant ouvrier en Italie. Il édite un journal intitulé Tribunal Libera. Chers amis, chers camarades, il y a ce jour en Italie plus de 18 000 morts de coronavirus et 140 000 malades. Au chiffrage d'hier, plus de 100 médecins étaient décédés. Mais on estime que le nombre de malades et de morts soit à multiplier pour 10 si on considère qu'il n'y a pas de tests pour vérifier. Ce sont des chiffres énormes. Je pense que vous avez vu les images dramatiques des villes de Bergamo et de Brescia à la télé, où les cimetières ont dû fermer car il y a trop de morts. Les corps sont transportés par l'armée vers d'autres villes. De longues colonnes de camions avec les morts traversent de toute une région. Lors de la réunion de rédaction de notre journal Tribunal Libera, nous avons décidé que le prochain numéro serait largement consacré à la question: qui est responsable de cette catastrophe? Cette question nous amène à une autre. Est-ce que l'on meurt du coronavirus ou d'une politique? Bien sûr, une pandémie fait des victimes. Mais il faut s'arrêter et réfléchir. Pouvait-on faire quelque chose pour l'empêcher, la freiner, l'arrêter? Quand elle a éclaté, pouvait-on faire quelque chose pour l'empêcher de se propager, pour guérir les premiers malades? À cette question, on ne peut répondre qu'avec les faits. Et les faits nous ramènent à la politique de destruction de la santé publique poursuivie par tous les gouvernements depuis 30 ans au nom de la libre concurrence et des coupes budgétaires dictées par l'Union européenne. De 2010 à 2017, le nombre de lits de thérapie intensive dans les hôpitaux italiens est passé de 7600 à 5000. Mais si on remonte aux années 80, il y en avait 3 fois plus qu'aujourd'hui. Dans la même période, 70 000 lits ont été supprimés, des centaines d'hôpitaux fermés, 8 000 postes de médecins et 40 000 postes d'infirmières ont été supprimés. Les emplois dans la recherche ont été précarisés et réduits. Pendant cette même période, notre système de santé a été largement privatisé et régionalisé. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces chiffres. Je voudrais ajouter un élément très important. Un médecin qui s'est battu avec nous au sein du Comité national pour le retrait de la loi de régionalisation et qui a été directeur d'hôpital nous a très bien expliqué que beaucoup de ces lits, de ces services, de ces hôpitaux supprimés l'ont été en même temps à la population. Ils nous ont dit: nous n'avons plus besoin de tous ces hôpitaux. Il faut les remplacer avec des services de prévention, des services par région, plus modernes, plus proches des citoyens. Ils nous ont dit: les services de santé doivent être transformés pour être améliorés. En réalité, les postes ont été supprimés
mais les nouveaux services n'ont jamais vu le jour. Et donc, quand le virus est arrivé, il n'y avait pas de prévention, pas de services de proximité. Les malades se sont rendus dans les hôpitaux qui étaient encore ouverts, dans lesquels il n'y avait pas plus de place, où il n'y avait pas de protection, pas de masques pour les médecins et les infirmiers, pas de conditions de sécurité pour les malades qui se massaient aux urgences. Et alors, on meurt du coronavirus, oui, mais des milliers sont morts à cause d'une politique dictée par les profits, morts au nom du paiement de la dette. Des milliers et des milliers de personnes ont attendu une semaine, 10 jours, 15 jours à la maison, avec une forte fièvre, des difficultés de plus en plus grandes à respirer. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'était trop tard. Donc, ces gens-là, doit-on dire qu'ils sont morts du coronavirus ou à cause d'une politique? Dans le même temps, alors que la maladie tuait déjà des milliers de personnes, que les écoles étaient déjà fermées et que tout le monde avait compris la gravité de la situation, les capitalistes ont gardé les usines ouvertes et n'ont pas assuré les conditions de sécurité. Les capitalistes, bien sûr, mais c'est le gouvernement qui l'a permis, en plaçant leur intérêt avec la sécurité et la vie. Et donc, le virus s'est propagé rapidement. Il n'était plus possible de l'arrêter. Ce n'est pas par hasard si la Lombardie est la région la plus touchée. C'est la région où la privatisation et les attaques contre la santé sont allées plus loin à cause de la première loi de régionalisation approuvée par le premier gouvernement Prodi de centre-gauche. Et immédiatement après la Lombardie, il y a ma région, le Piémont, où la même politique a été mise en place. Aujourd'hui, les familles mortes commencent à demander justice. Ils commencent à dénoncer la situation. Ils commencent à comprendre que leur père, leur mère, leurs frères ne sont pas morts du coronavirus, mais de la politique menée pendant des années et des années. Dès le premier jour, le gouvernement a lancé un appel à être tous unis pour gagner cette bataille ensemble. Unis avec qui? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question concrète. Par exemple, qui a imposé la fermeture des usines, cette mesure nécessaire qui a été prise avec beaucoup de retard? Dans dizaines d'usines, les travailleurs ont dû se mettre en grève, d'abord en Lombardie, puis dans tous les pays, et forcer les syndicats à lancer la menace d'une grève générale. Là, le gouvernement a convoqué les patrons et les syndicats, et ensemble, ils ont signé un accord. Mais cet accord n'a pas mené à la fermeture des usines, ni même obligé les capitalistes à garantir la sécurité des travailleurs. Landini, le secrétaire général de la CGL, a justifié la signature de l'accord en disant « Il doit y avoir une unité et une entente générale. Unité et entente avec ceux qui envoient des milliers de travailleurs au massacre, exposent toute la population au danger uniquement pour leur profit. La réponse, en effet, est venue de la lutte des classes. C'est par de nouvelles grèves et un appel de 300 maires, cette fois avec l'adhésion de la CGL de la Lombardie, qui a été obtenue la fermeture des usines. Dans une lettre ouverte aux travailleurs, militants et dirigeants de la CGL, un groupe de militants de ce syndicat pose la question. Notre syndicat doit lutter de manière indépendante, dire au gouvernement qu'il est de sa responsabilité de prendre en main la production, de la reconvertir pour produire les tests, les masques, les dispositifs de sécurité, les machines et moyens pour guérir. Il est de sa responsabilité de fermer toutes les usines qui ne produisent pas de biens essentiels, de maintenir les salaires et les emplois. L'argent, il est là. Ce sont nos milliards qui assurent de gigantesques profits aux banques, Intesa San Paolo, Unicredit, Fiat. Mais pour ce faire, il est nécessaire uniquement indiquer clairement qu'il n'y a pas d'intérêt commun. En ce sens, nous pensons qu'un changement est nécessaire par rapport aux positions prises ces dernières années. Cette lettre a commencé à circuler et à recevoir un large écho.
Nous nous trouvons dans une situation extrêmement difficile, dans laquelle une énorme crise économique est annoncée, où des centaines de personnes continuent de mourir chaque jour. La population commence à dire clairement: nous ne pouvons plus accepter cette politique de coûts budgétaires, de privatisation, de profit, la politique dictée par l'Union européenne. Rien ne sera plus comme avant. Une énorme volonté de changement est en train de naître dans le pays. Les réunions en ligne se multiplient et de nombreux travailleurs s'interrogent. Il n'y a pas de parti qui représente cette volonté. Il n'y a pas de parti qui ouvre la perspective d'un véritable retour avec cette politique. C'est vrai, ce parti manque en Italie. Il ne naîtra pas du jour au lendemain. Mais les plus grands événements nous attendent et certainement les travailleurs chercheront les moyens d'affirmer leur volonté de changement. Avec Tribuna Libera, nous nous proposons d'aider cette discussion que nous animons. Élargissant notre rédaction, en la nourrissant des luttes que nous menons avec nos syndicats dans les écoles contre la régionalisation. Une réunion de rédaction ouverte s'est tenue lundi passé, à laquelle ont participé des travailleurs de différentes villes. Le prochain journal sortira avec des contributions de différents secteurs. Et pour élargir cette discussion, ce regroupement, nous organisons un meeting national de Boumé à l'occasion de l'anniversaire de 20 ans de Tribune Libre. Il y a quelques jours, un nouveau pont s'est effondré entre la Liguria et la Toscane, après celui de Gênes dans le mois d'août 2018. Il n'y a pas eu de dizaines de morts, simplement parce que tout le monde est au confinement. Sinon, il y avait un désastre. Mais une chose est sûre, notre système de santé est à terre. Nos ponts s'effondrent et une crise économique d'une ampleur jamais vue s'annonce. L'économie basée sur les profits relève son désastre. Donc, que le coronavirus disparaisse au plus vite, mais que disparaisse avec lui les politiques menées jusqu'ici et que soit ouverte la voie vers une autre société. Une société basée sur la solidarité, le travail, la justice et le progrès. Pour les travailleurs, cette société a un nom, depuis toujours, c'est le socialisme. Merci, camarades. Merci au camarade Lorenzo Varaldo. Un camarade militant syndical en Auvergne, près de Clermont-Ferrand, nous a adressé pour ce meeting un dossier sur la situation particulière de cette usine. Cette usine, on en a parlé, et d'ailleurs on a interviewé ce camarade dans la Tribune des Travailleurs, voilà 2 ou 3 semaines, c'est l'usine Luxfer. Elle a été fermée en mai 2019 avec à la clé 136 licenciements, et depuis le 20 janvier dernier, face aux engins de démolition qui venaient pour la détruire, ils ont décidé d'occuper cette usine jour et nuit et d'en demander la nationalisation. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels les travailleurs mettent en avant, et à juste titre, la revendication de nationalisation. Mais l'usine Luxfer a une particularité dans la période où nous vivons, c'est que cette usine qui a été fermée, bien que rentable souvent, mais les actionnaires ont décidé qu'elle n'était pas suffisamment rentable, qu'est-ce qu'elle fabriquait? Elle fabriquait des bouteilles d'assistance pour les personnes à déficience respiratoire. Ces bouteilles d'oxygène dont on a tellement l'usage aujourd'hui, et cette usine qui les produisait a été fermée. Le gouvernement refuse de la réouvrir. Et les camarades soulignent qu'ils refusent de la réouvrir alors même où les hôpitaux croulent littéralement devant l'afflux des malades, privés de matériel suffisant, respirateurs ou autres. Ils nous ont donc adressé ce dossier pour que nous en informions les participants au meeting. Il va de soi que nous continuerons à informer dans la Tribune des Travailleurs du combat engagé par ces camarades. On l'a dit, le coronavirus frappe les peuples du monde entier. Certains vivent une situation particulière, c'est que d'une certaine manière,
avant même la pandémie, ils étaient déjà, pour des raisons politiques, confinés dans des territoires extrêmement exigus, dans des situations terribles. Et l'heure est venue d'entendre le message que nous a adressé le camarade Issam Adouane de Palestine et plus précisément de Gaza. Il est le responsable de l'association Nous ne sommes pas des chiffres. Assalamu alaikum everyone. This is Issam Adouane from Gaza. Bonsoir à tous, je suis Issam Adouane de Gaza. Je suis l'animateur d'un projet qui s'appelle « Nous ne sommes pas des chiffres ». Je voudrais témoigner sur ce qu'est la vie dans la bande de Gaza, le blocus et dans ces conditions, les risques de développement de l'épidémie ici, à Gaza. Je ne vais pas revenir longtemps sur le blocus, mais imaginez ce que peut être de vivre depuis 14 ans dans un territoire sous blocus. C'est comme être dans une prison. Et ceci avec une volonté intentionnelle d'étouffer tout ce qui a trait à notre survie. Le système de santé, l'économie avec des taux de chômage et de pauvreté incroyables. C'est une volonté délibérée de nous étouffer, de nous étrangler. C'est dans ce contexte qu'a surgi maintenant le risque potentiel d'une expansion rapide de l'épidémie de Covid-19 ici dans la bande de Gaza. La ville de Rafah, par exemple, avec une population estimée à 250 000 habitants, ne dispose d'aucun hôpital central. Le principal hôpital de la ville de Gaza, l'hôpital Shifa, dispose lui de 500 lits, alors que la population totale de la ville de Gaza est 1 demi-million d'habitants. Cela vous donne une idée de ce qui reste ici et de ce dont nous sommes privés en termes d'équipements hospitaliers. Imaginez tout cela et imaginez ce que serait la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur notre territoire de 365 km², peuplé par plus de 2 millions d'habitants. Jusqu'à présent, l'occupation dont notre peuple est victime a eu des conséquences catastrophiques. Mais compte tenu des conditions que je viens de vous décrire, l'expansion de l'épidémie serait une catastrophe d'une ampleur encore plus importante. Ici, nous avons un système de santé qui ne peut pas assurer la santé de la population. Nous avons un effondrement social, avec au moment où je vous parle, 90% de la population de Gaza qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec l'accès à l'eau qui est un problème permanent. À tout point de vue, Gaza est en train de mourir. Et si elle ne meurt pas du Covid-19, si elle ne meurt pas du blocus israélien, elle meurt du chômage, de la misère, de l'absence d'hôpitaux. Alors j'espère vous avoir donné un aperçu de ce que nous vivons et des très hauts risques qui menacent Gaza dans les jours et les mois qui viennent. J'ai l'espoir que tout cela finira et que Gaza survivra. Merci. Camarades, l'espoir que Gaza survivra, que la Palestine survivra et que les peuples du monde entier survivront. Parmi les catégories particulièrement frappées dans notre pays par le coronavirus, les travailleurs de la grande distribution. Le camarade Ali Algul est secrétaire de l'union locale CGT d'Ivry dans le Val-de-Marne. Il est responsable syndical dans la grande distribution. Il a la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, je suis délégué syndical dans mon magasin Carrefour Bercy, donc pour préciser un peu ça. Dans la grande distribution, et plus précisément à Carrefour, l'enseigne où je suis salarié, chaque jour, de nouveaux cas de salariés malades, de décès et testés positifs au coronavirus apparaissent de plus en plus. Comme les autres salariés exposés au risque, les salariés de la grande distribution sont très exposés à la contamination du coronavirus. Dans notre entreprise Carrefour, l'épidémie se développe rapidement avec une augmentation constante des cas avérés, des cas de suspicion et malheureusement des décès. Aujourd'hui, on comptabilise quelques centaines de salariés contaminés, avérés, au coronavirus, plusieurs centaines de cas de suspicion et malheureusement 3 décès. Ce qui démontre
que les gestes barrières ne sont pas une garantie suffisante pour éviter la propagation du virus. Et malheureusement, les mesures de protection sanitaire se sont mises en place assez tardivement, alors que le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, lors de son intervention sur France 2, disait qu'ils avaient mis en place des mesures de protection sanitaire assez suffisantes pour protéger les salariés et les clients. Bien évidemment, ce n'était qu'un mensonge. Exemple, les plexiglas pour les caissières sont mis en place que 2-3 jours après début de confinement. Le filtrage des clients est mis en place 2-3 jours après. C'est qu'il y a eu une influence clientèle assez importante pendant cette période-là. Et surtout, les masques sont arrivés et qu'ils étaient distribués qu'à partir du 31 mars. Donc, en gros, 2 semaines après le confinement. Les salariés étaient en contact avec les clients et entre eux pendant plusieurs jours, sans barrière de protection nécessaire. Un grand parti parmi eux ont contracté le coronavirus pendant cette période. Aujourd'hui, l'activité des magasins tourne avec 2/3 des salariés, plus d'1 tiers des salariés sont en arrêt. Et cette situation crée des tensions et surcharge de travail pour ceux qui sont au travail. Il ne faut pas oublier aussi les salariés très exposés qui ne sont vraiment pas protégés du tout, ces salariés de sous-traitants qui sont au service dans le magasin, à savoir les agents de sécurité et les salariés de nettoyage. Car le matériel de protection n'est pas fourni du tout par leur employeur et ils font eux-mêmes certains matériels pour se protéger, exemple les masques et des gants. Pour réduire la perte de vie, il faut fermer les enseignes. Il faut fermer les enseignes et des rayons non indispensables. Car aujourd'hui, dans le magasin, on avait déjà envoyé plusieurs alertes à la direction pour qu'on arrête d'ouvrir le magasin ou l'endroit où il n'y a pas nécessité et où les produits première nécessité ne sont pas vraiment nécessaires, mais malheureusement ne sont pas attendus. Et aujourd'hui, il y a des clients dans toutes les surfaces de magasins et ça se fait que donc contact avec les salariés est de plus en plus évident. Et on demandait aussi une réduction de l'amplitude des horaires n'a pas été respectée. La fermeture des enseignes les dimanches et les jours fériés ne sont pas toujours respectés non plus. Et on demande un filtrage des clients plus important pour limiter les contacts avec les salariés et entre les clients eux-mêmes déjà. Il faut que responsables de cette catastrophe sanitaire rendent compte on pose. Pour cette raison, la Fédération de commerce et services avec la CGT Carrefour ont porté plainte contre Mme Pénicaud, ministre du Travail, et le PDG du groupe Carrefour, car ces gens-là, ils sont responsables et leur responsabilité dans cette crise désastreuse est importante et il faut qu'ils nous rendent compte. Voilà donc ce qui me concerne pour la grande distribution. Merci au camarade Ali Algu. Un message qui nous vient d'Algérie. Camarades, nous saluons chaleureusement les travailleurs, les jeunes, les étudiants, tous les participants à ce meeting du 10 avril. Un meeting qui est la preuve que la lutte de classe se poursuit dans des conditions certes particulières, mais qu'elle se poursuit ne pouvait en être autrement. En Algérie, comme partout dans le monde, la pandémie a révélé tragiquement pour le plus grand nombre la nature de la politique sanitaire mise en œuvre depuis des décennies. Elle a été concrétisée ici il y a 4 ans par l'adoption d'une loi. Sa présentation au Parlement avait été retardée durant plusieurs années en raison de son rejet par tout le corps médical. Une résistance au cours de laquelle des syndicats autonomes ont été constitués.
Les nombreuses grèves du personnel de la santé, le mouvement des médecins résidents de ces dernières années l'ont mise à nu. La loi a deux objectifs: casser le secteur sanitaire public, favoriser le développement du secteur privé. Faire de ce secteur un sous-traitant du secteur public, un passage obligé pour le moindre acte médical décidé par les médecins des hôpitaux publics. Les radios, les analyses et certains actes chirurgicaux sont pris en charge par le secteur privé, car le secteur public a été démuni de tout. Cela fait des années qu'un malade ne peut plus être pris en charge totalement dans un centre sanitaire public. Cette politique dans ce secteur, comme dans tous les autres secteurs, est inspirée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Depuis les années 80, les gouvernements successifs ont appliqué l'ensemble des recettes des institutions monétaires internationales, qui visent à déstructurer nos services publics en les soumettant aux règles de la rentabilité, autrement dit la remarchandisation. Le système de santé est le service public qui a subi le plus de dégâts. Les politiques d'austérité prises conformément aux injonctions des institutions financières internationales se sont traduites concrètement par l'arrêt des recrutements durant plusieurs années, l'arrêt de la formation des personnels de santé et un délabrement des infrastructures et des équipements. Quelques mois après l'adoption de cette loi, les étudiants de médecine, pour protester et la rejeter, se sont mis plusieurs mois durant en grève nationale. Dans tous leurs communiqués, ils prévenaient: la loi sur la santé conduit à la catastrophe et au chaos médical, nous y sommes. La responsabilité de la situation incombe totalement au régime. Les millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont durant un an manifesté pour le conduire à la porte de sortie n'ont pas désarmé. Cette combativité est intacte. Elle s'est seulement transférée sur la nouvelle situation. Dans les 45 sur les 48 wilayas que compte le pays et où le Covid-19 fait des ravages, les soignants sont débordés. Ils réclament des moyens qui ne viennent pas. Ils tiennent des sit-ins de protestation, ils lancent des appels publics. Spontanément, dans les quartiers des grandes villes, dans les communes et les villages, des comités populaires ont été constitués pour prendre en charge les problèmes quotidiens. Comme le corps soignant, ils revendiquent la nationalisation des centres et cliniques privés et la réquisition des moyens du secteur privé. Ils exigent des autorités des masques, la généralisation des tests. C'est sous leur pression que les mosquées ont été fermées alors que cette mesure ne figurait pas dans le plan de confinement. Dans les entreprises, les travailleurs exigent des moyens pour assurer leur sécurité. Ils revendiquent le paiement des rémunérations pour les travailleurs confinés, l'interdiction des licenciements. Ils demandent la fermeture des entreprises de certains secteurs non nécessaires avec paiement de leur salaire. De leur côté, les centaines de milliers de travailleurs précaires, aujourd'hui sans ressources et souvent sans logement, exigent leur prise en charge par l'État. Dans cette période, le combat pour l'unité et l'indépendance des travailleurs et de leurs organisations ne s'arrête pas, car le confinement des populations ne doit pas être un prétexte pour le régime pour réduire nos droits démocratiques et sociaux en accentuant la répression et en imposant son agenda politique au peuple en lutte pour la reconquête de sa souveraineté populaire. C'est un combat essentiel au moment où le régime appelle à l'unité de tous, en profitant de la grande émotion suscitée par la pandémie, mais sans mettre fin aux arrestations et aux condamnations des militants. Il doit être mené à partir des revendications que les masses elles-mêmes ont élaborées en généralisant les comités populaires dans les quartiers des usines et dans lesquels les syndicats ouvriers, les organisations et partis politiques prendraient leur place. Alger, vendredi 10 août, le comité d'organisation des socialistes internationalistes. La parole est à présent au camarade Paul, étudiant. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes subissent de plein fouet la politique de ce gouvernement, qui, en pleine crise sanitaire, continue de s'acharner contre eux. Pour les collégiens et les lycéens, la politique de Macron-Blanquer consiste à aggraver les inégalités. Les cours se poursuivent à distance, bien que beaucoup n'aient pas d'ordinateur, pas de parents disponibles pour les aider dans leur travail, ni de cadre de travail qui permettent vraiment de travailler chez soi. Mais tant pis, ceux qui ne pourront pas les suivre, les plus défavorisés, sont mis de côté. Pour les premières, l'oral du bac de français est maintenu, alors que les programmes n'ont pas été finis avant. Mais qu'importe ceux qui ne pourront pas les suivre en ligne et avoir les livres qu'il faut. Les notes de la première session des E3C, le nouveau bac local du gouvernement qui ferme les portes aux élèves de banlieue, sont bien entendu maintenues. Pour les terminales, c'est le même tarif. Le bac se fait au contrôle continu intégral, qui met en place le bac 100% local inégalitaire que le gouvernement voulait tant. Bien sûr, la machine de sélection organisée Parcoursup ne s'est pas arrêtée avec le confinement, même si les lycéens se retrouvent sans aide des profs. La sélection s'est même aggravée. Beaucoup d'écoles ont choisi de procéder à la sélection par dossier à la place des épreuves écrites, avec comme critère les notes du bac et le lycée de provenance.
encouragée par la ministre de l'Enseignement supérieur, permettant de trier sur le volet ceux qui auront le droit d'accéder au supérieur et ceux qui n'en auront pas le droit. Dans les facs, c'est le même problème. Les étudiants continuent d'avoir des cours à distance et des partiels. Qu'importe ceux qui partagent leur ordinateur, ceux qui n'ont pas Internet, pas d'ordinateur, pas d'endroit pour travailler. Le pire est que pour beaucoup, l'enjeu d'avoir leur année n'est pas le principal des soucis. La préoccupation principale est de manger. Oui, aujourd'hui, en 2020, des étudiants souffrent de la faim. Beaucoup de témoignages le montrent. Les étudiants dans la plus grande précarité, majoritairement les étrangers, confinés en cité universitaire, qui vivaient de leur boulot et qui n'ont toujours pas été payés depuis, se trouvent à s'endetter pour manger. Voilà la conséquence de la fermeture des cantines du Crous, du maintien des loyers et de la suspension des salaires dont est responsable le gouvernement. Mais les jeunes ne se laissent pas faire face à la barbarie de ce gouvernement. Ils s'organisent. Il y a un cruel manque de dispositifs de l'État pour en venir en aide à ces étudiants en détresse. Ceux-ci doivent alors compter sur la solidarité de leurs camarades, comme à Bordeaux et dans d'autres villes, où des étudiants, doctorants, professeurs, ou parfois des associations apportent à manger aux étudiants qui n'ont pas de quoi se nourrir. Mais il y a aussi des pétitions qui ont été faites pour l'annulation des épreuves du bac local E3C, des euros de français et du contrôle continu intégral. Dans les facs, c'est la même chose. Des pétitions circulent pour l'annulation des examens en ligne et des étudiants de différentes facs se réunissent sur des plateformes numériques pour discuter des problèmes rencontrés et de ce qu'ils peuvent faire. Les jeunes ne se laissent pas faire et veulent combattre un tel gouvernement, un tel système capitaliste qui est à la source de toutes ces situations révoltantes. C'est pourquoi, à Jeunesse Révolution, nous avons organisé une conférence sur le coronavirus comme la preuve de la faillite du capitalisme qui a réuni plus de 70 jeunes, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, qui n'acceptent pas la situation actuelle. Ça a été l'occasion de discuter du capitalisme, ce système qui ne peut pas répondre aux besoins de l'humanité, du gouvernement Macron qui préfère répondre aux besoins des capitalistes qu'à ceux de la population, mais aussi de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour répondre à la crise sanitaire, mais aussi et surtout de comment en finir avec ce système capitaliste. Les discussions et les débats étaient riches. Beaucoup de questions se posaient sur la situation en France, dans le monde, et même sur la Révolution, qui amènent à prendre à nouveau cette initiative pour poursuivre toutes ces discussions. Mais en tout cas, nous étions tous d'accord sur une chose. Il faut l'abrogation de la loi du 19 mars. Il faut la réquisition des milliards des banques et des entreprises pour servir les besoins de la population. Il faut que ce gouvernement et la Ve République dégagent. Et il faut, dès maintenant, combattre pour la révolution et le socialisme. C'est pourquoi nous avons décidé à la fin de la conférence de sortir un appel que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur nos réseaux sociaux qui sont dans la description ou en prenant directement contact avec nous par notre mail. Cet appel donne cette position et invite tous les jeunes qui la partagent à s'y associer, à se regrouper en comité pour la réquisition, pour réunir tous ceux qui veulent se battre dans ce sens et invite à organiser avec nous la prochaine conférence de jeunes, le 18 avril, conférence pour la réquisition, pour la révolution, en nous envoyant dès maintenant vos contributions. Merci à tous. Merci Paul. Voici maintenant les messages que nous avons reçus de nos camarades d'Afrique du Sud, Azani. Bonsoir, je suis Mandlen Kosi Kafangwa, le coordinateur de la section azanienne de la 4e internationale. Notre pays est confronté à une très grave crise dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les pauvres, et la classe ouvrière noire en particulier, sont confrontés à des problèmes vitaux, nourriture, eau, électricité. L'armée a été déployée dans les rues, mais au lieu de venir en aide à la population, elle brutalise les gens. Des gens, simplement parce qu'ils sortent de chez eux pour chercher de la nourriture, sont brutalisés par l'armée. Les conditions dans notre pays, en Azanie, font qu'avec un taux de chômage extrêmement important, la classe ouvrière est durement frappée. Et tout particulièrement les travailleurs du secteur informel qui, du jour au lendemain, ont été privés de tout revenu. Nos militants, avec d'autres dans les quartiers populaires noirs, se sont mobilisés pour informer la population sur cette épidémie, pour lui venir en aide. L'armée est déployée dans les rues, comme là, en ce moment, derrière ma maison. Elle fait des rondes, des drones et des hélicoptères survolent nos quartiers.
Ils interdisent aux gens de sortir de chez eux, même pour aller acheter à manger. Beaucoup ont déjà été arrêtés. Mais le plus important, c'est qu'avec les organisations ouvrières, avec le mouvement ouvrier, nous faisons tout pour alerter la population sur les dangers de ce virus. Et vous pouvez compter sur nous. Nous n'allons pas rester les bras croisés à regarder l'État maltraiter et brutaliser la population, parce que cet État hérité de l'apartheid est habitué à maltraiter la classe ouvrière noire. La classe ouvrière et ses organisations combattent. Et compte tenu du sort imposé aux travailleurs et à la population noire, elles mettent en avant les revendications suivantes. Accès immédiat à l'eau et aux équipements sanitaires. Une allocation immédiatement pour tous les chômeurs. Paiement intégral de tous les salaires. Assistance médicale pour les habitants des bidonvilles. Envoi de cliniques mobiles dans les bidonvilles. Distribution par l'État de repas aux chômeurs, aux anciens et aux enfants. Nationalisation du système de santé et en particulier des hôpitaux privés. Dépistage massif et gratuit de la population. Soins gratuits et accessibles pour tous les malades. Annulation immédiate de la dette. Il faut sauver la classe ouvrière, pas les banques et les capitalistes. Distribution des équipements de protection aux travailleurs et à la population. Nous comptons ce jour officiellement 1845 cas de contamination au Covid-19 en Afrique du Sud, Azanie, et 18 morts. Les semaines qui viennent vont être cruciales. Camarades, puisqu'il me revient au nom du Parti ouvrier indépendant démocratique de conclure ce meeting et de répondre à la question quelles sont les propositions du POID, je veux d'abord et avant tout souligner à quel point les situations décrites par nos camarades d'Algérie et de Gaza, des États-Unis, de Chine, d'Inde, d'Afrique du Sud, d'Italie, au-delà des situations nationales, expriment une seule et même réalité. Et cette réalité, c'est que quels que soient les continents, l'union sacrée n'est qu'un leurre, agité par les gouvernements en place pour tenter de faire taire les opprimés et les exploités, pour tenter de les subordonner à leur propre politique, pour tenter de faire taire les revendications qui sont propres à la classe ouvrière et à la jeunesse. Alors, à la question qui nous est posée, que nombreux participants à ce meeting nous ont posé avant, et que sans doute beaucoup d'entre vous se posent ce soir, à savoir, et maintenant, on fait quoi? Je voudrais apporter quelques éléments de réponse, non pas pour conclure cette discussion, mais pour indiquer dans quel sens il est, à notre avis, possible et nécessaire de la poursuivre. Deux logiques s'affrontent. Et elles s'affrontent malgré les tentatives de les camoufler, elles s'affrontent avec une plus grande brutalité, une plus grande netteté aujourd'hui que cela n'a jamais été le cas auparavant. Et ces deux logiques, elles se résument à l'alternative suivante. Ou bien partir des besoins des banques, ou bien partir des besoins du peuple. Camarades, partir des besoins du peuple, c'est ce qui a été exposé ici par les différents camarades sous d'autres formes. Dans une situation où près de 7 millions de travailleurs de ce pays sont contraints au chômage partiel, où ils ont donc perdu une partie de leur salaire. Dans une situation où les familles ouvrières ne bénéficient plus de la cantine scolaire pour les mômes. Dans une situation où les charges continuent à s'accumuler. Dans une situation où des centaines de milliers de travailleurs contractuels, précaires, en CDD, en petits boulots, les prétendus auto-entrepreneurs, sont aujourd'hui sans revenus. Dans une situation où, par ailleurs, des centaines de milliers de familles sont frappées par la maladie, sont saisies d'angoisse, et où les familles sont frappées par tous les problèmes psychologiques qui découlent de ce confinement. Partir des besoins du peuple, c'est énoncer un certain nombre de revendications incontournables. D'abord, l'interdiction des licenciements. Le savez-vous, on licencie à tour de bras dans ce pays. Les camarades du comité d'alliance du POID viennent de nous adresser leur communiqué. ArcelorMittal Florange a décidé en ce moment même, d'une part, d'imposer aux travailleurs de continuer à travailler à la coquerie sans aucune protection, et de l'autre, d'accélérer la fermeture de la coquerie avec 170 suppressions d'emplois
dès le 1er mai prochain. Mais ce qui se passe ici à la coquerie d'Arcelor à Yange, c'est ce qui se passe et ce qui se prépare dans un très grand nombre de secteurs économiques du pays. Alors oui, premièrement, l'interdiction des licenciements. Deuxièmement, il revient au pouvoir public d'assurer à toutes les familles les ressources nécessaires à une alimentation digne de ce nom, de fournir les repas, d'interdire que des étudiants, comme le camarade Paul l'a indiqué tout à l'heure, ou des travailleurs précaires, ou des enfants pour qui le repas de cantine était souvent le repas principal, se retrouvent aujourd'hui privés de nourriture. Il revient au pouvoir public de garantir qu'on n'ait pas faim dans ce pays. Troisièmement, le moratoire des loyers, le moratoire des dettes, le moratoire des charges qui pèsent sur la population, des factures EDF, GDF, de l'eau. Oui, le moratoire, nous le savons tous et j'y reviendrai dans un instant, que le moratoire a été accordé à tous les capitalistes qui peuvent reporter de 6 mois ou plus le paiement de toutes leurs échéances, mais il n'y a aucun moratoire pour les familles ouvrières. Eh bien, partir des besoins du peuple, c'est décréter le moratoire. C'est décréter le blocage des prix à la consommation. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les grandes surfaces et les plus petites, les grands distributeurs profitent de la situation pour organiser une spirale des prix de consommation qui aggrave encore plus la situation alimentaire. Partir des besoins du peuple, c'est considérer qu'il n'y a rien de plus urgent, rien de plus vital que de tout faire pour fabriquer ces masques qui font défaut, pour fabriquer ces tests de dépistage qui font défaut, pour fabriquer le matériel médical. Et que pour cela, oui, la réquisition, pas la réquisition temporaire, pas la réquisition en frappant la porte gentiment des capitalistes pour leur demander la permission, comme Macron l'a évoqué, la réquisition pure et simple de tous les secteurs de production industrielle susceptibles d'être transformés demain en fabricant de masques, de tests, de matériel médical. Mais la réquisition doit aller au-delà. Vous avez entendu cette incroyable comédie. Le gouvernement promet de l'aide aux entreprises, à condition qu'elles ne versent pas de dividendes pendant 6 mois. Alors, les capitalistes qui dirigent les entreprises se sont répartis en 2 camps. Ceux qui sont au bord de la faillite et qui ont dit « nous ne verserons pas de dividendes », ce n'est pas difficile, ils n'avaient rien à verser. Et ceux-là prennent l'argent du gouvernement. Mais d'autres ont dit « oh bah, si c'est ça, nous n'avons pas besoin d'être aidés parce que nous voulons continuer à verser des dividendes ». Vous savez combien c'est les dividendes? 80 millions d'euros l'an dernier pour les 40 entreprises du CAC 40. Et oui, pendant la crise, les affaires continuent. Pendant la crise, les patrons continuent à licencier. Les actionnaires continuent à engranger. Alors la réquisition, elle peut et elle doit aller jusqu'à la réquisition de toutes les grandes entreprises et de leurs dividendes. Et la réquisition des avoirs des banques, à commencer par les 300 milliards qui leur ont été indûment proposés par le gouvernement. Et cela implique toutes les mesures qui ont été évoquées ici. Des ordinateurs pour des élèves, la formation accélérée d'instituteurs pour les cours de rattrapage. Oui, la mère de famille qui s'inquiète de ce qu'au mois d'avril, son enfant en cours préparatoire ne sait pas encore lire, qui se demande ce qu'il va se passer si d'aventure l'école ne reprend qu'en septembre. Si on part des besoins du peuple, on doit dire à cette mère de famille, ton enfant saura lire et écrire. Les dispositions seront prises pour cela. Il y aura des groupes de rattrapage, des groupes de 5 élèves, des instituteurs formés spécialement pour aider au rattrapage, pour éviter que cette génération soit sacrifiée dans le naufrage scolaire décidé par Blanquer et compagnie. Ou bien on part du peuple, de la classe ouvrière, de ses besoins et de sa survie. Ou bien on part des banques. Partir des banques, c'est ce qu'a décrété la loi du 19 mars 2020. Une loi, vous savez, qui s'appelle la loi rectificative du budget, qui dégage 345 milliards pour la crise, dont 300 milliards de garanties pour les banques, 43 milliards offerts aux capitalistes par le pillage de la sécurité sociale, par l'argent public, et 2 milliards pour les hôpitaux. Mais hier, le gouvernement, dans sa grande sagesse, a décidé d'élargir cela. Ce ne sont plus 300 milliards, c'est maintenant 345 milliards, c'est 400 milliards. Et sur ces 400 milliards, le gouvernement ne cesse de le répéter, il a fait preuve d'une générosité formidable pour les hôpitaux. La dotation pour le système de santé est passée de 2
à 7 milliards. Mais la dotation pour les banquiers et les capitalistes, dans le même temps, est passée de 343 à 393 milliards. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Près de 15 000 morts dans ce pays. Des milliers de malades qui luttent. Des milliers de soignants qui luttent pour éviter le désastre. Et on accorde une aumône au système hospitalier, une aumône au système de santé, et on offre des sommes gigantesques aux capitalistes. Alors, on connaît l'argument. Les militants les plus anciens l'ont déjà entendu si souvent. Vous savez, il faut aider les banques parce que les banques vont aider les entreprises et les entreprises elles-mêmes vont aider les travailleurs parce qu'elles vont préserver l'emploi et elles vont préserver les salaires. Camarades, ça fait des décennies et des décennies que les gouvernements de toutes couleurs politiques nous chantent la même chanson. Il y a une femme dans ce pays, en tout cas dans ce continent, qui a l'avantage d'être une femme à la fois remarquablement intelligente et qui ne cache pas ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est la meilleure défenseuse des banques et du système capitaliste. Elle s'appelle Madame Lagarde, elle a été directrice du Fonds monétaire international, elle a été ministre en France et elle est aujourd'hui, vous le savez, la directrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou la présidente de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Lagarde? Elle dit la solution est simple, elle a écrit ça dans Le Monde hier soir. Il faut mobiliser le système bancaire pour qu'il fournisse aux entreprises la trésorerie qui leur permettra de continuer à payer les employés. Oui, mais enfin, il y a un problème. Vous donnez l'argent aux banques, c'est elles qui décident ce qu'elles en font. Elles vont le donner à certaines entreprises, elles ne vont pas le donner à d'autres. Et l'argent donné par les banques aux entreprises, c'est elles qui décideront ce qu'elles en font. De garantir certains emplois et pas d'autres. Et donc ce système vise à donner en réalité tous les pouvoirs entre les mains des banques. D'ailleurs, elle le dit, Madame Lagarde. Elle ne nous raconte pas des histoires sur, vous savez, l'Union européenne des peuples, la paix, l'harmonie, et, la fraternité générale. Elle dit les choses comme elles sont, je vous le dis. La zone euro est une économie fondée sur les banques. C'est clair. C'est au service des banques. Les garanties de crédit fournies par les gouvernements réduisent le risque de crédit pour les banques. Nous prenons des mesures ciblées massives visant à faire parvenir la liquidité à ceux qui en ont le plus besoin. Vous savez qui est-ce qu'on a le plus besoin, camarades, des liquidités? Vous pensez que c'est les ouvriers au chômeur? Vous pensez que c'est ceux qui sont frappés par le chômage partiel? Non. Ceux qui ont le plus besoin des liquidités, nous explique Madame Lagarde, ce sont les entreprises. D'ailleurs, hier, il y a eu un accord de l'Eurogroupe qui a décidé qu'en plus des 300 milliards de l'État français, il y a 500 milliards qui sont dégagés par l'Eurogroupe pour les entreprises des 27 pays de l'Union européenne. Et j'ai entendu cette Madame Lagarde à la radio hier, et elle a dit, mais s'il faut plus, on donnera plus. Et le journaliste, un peu étonné, lui dit, mais comment ça, vous allez donner plus? S'il faut donner 3 000 milliards, on donnera 3 000 milliards. Bon, cet argent, bien sûr, n'existe pas. C'est de l'argent qui est fabriqué par la Banque centrale européenne. Et alors, on lui pose la question, mais quand même, 3 000 milliards, ça va faire des dettes énormes. Est-ce que vous pensez que vous allez annuler ces dettes? Elle dit surtout pas. Mais alors, comment vous allez faire pour que ces dettes soient remboursées? Vous allez donc imposer qu'elles soient remboursées en 2 ans, 3 ans. Et Madame Lagarde, qui comprend ce qu'est la lutte de classe, qui comprend le risque que si on impose des coûts trop brutaux aux travailleurs d'Europe, cela provoque des explosions révolutionnaires. Madame Lagarde répond pas du tout, non, ça prendra beaucoup plus de temps. Alors le journaliste lui dit combien de temps? Ça prendra 5 ans, 10 ans, elle dit beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Cela fait maintenant en Europe près de 30 ans, 30 ans, depuis 1992, le traité de Maastricht, que tous les gouvernements justifient toutes les politiques d'austérité par la nécessité de la stabilité de l'euro. Vous vous rappelez les critères de Maastricht qui ont volé en éclats? Il ne fallait pas que l'endettement public dépasse 60%, que le déficit public dépasse 3%. Bon, tout ça est du passé, ça a volé en éclats. Mais pendant 30 ans, c'est au nom de ces arguments, ne l'oublions pas, camarades, c'est au nom de ces arguments qu'on a fermé 100 000 lits dans les hôpitaux, parce qu'il fallait l'équilibre de l'euro, qu'on a imposé toutes les restructurations dans l'industrie. C'est au nom de ces arguments
que le gouvernement français a liquidé 1 milliard de masques et qu'il ne les a pas remplacés. C'est au nom de ces arguments qu'ils ont fermé les services de réanimation. C'est au nom de ces arguments qu'ils ont engagé la privatisation de la santé, qu'ils s'en sont pris à la sécurité sociale, comme d'ailleurs à tous les services publics. Et dans le même temps, bien sûr, il y a eu une spéculation effrénée. Alors, camarades, ça, c'était jusqu'à présent. Et maintenant, on nous annonce que pendant, on ne sait combien de temps, des dizaines d'années, toutes les économies d'Europe devront répondre à une question: il faut rembourser la dette. C'est-à-dire que les milliers de milliards qui sont donnés aujourd'hui aux capitalistes, demain, on exigera des travailleurs en coupant dans les salaires, en coupant dans les services publics, en liquidant la Sécu, en faisant travailler jusqu'à 75 ans. On exigera qu'ils remboursent cette dette qui n'est pas la leur. Ce qui, soit dit en passant, pose un drôle de problème. Pendant des années, on nous a dit on ne peut surtout pas augmenter la dette parce que ça va reposer sur nos enfants, nos petits-enfants. Et là, on est en train de nous dire qu'on crée une dette qui va reposer sur 12 générations à venir. Alors, camarades, ça, c'est ce qu'ils ont décidé hier dans l'Eurogroupe. C'est-à-dire au moment même où il y a une destruction en masse du travail vivant, une destruction en masse des emplois, une destruction en masse de la richesse, les capitalistes ne savent pas comment ils vont faire demain. Hein. Quand Macron dit « je ne sais pas bien comment je vais faire le déconfinement », ça doit être vrai. Hein. Il doit hésiter entre plein de solutions. Beaucoup de gens hésitent. Mais il y a une chose qu'ils savent, c'est que l'argent qu'ils sortent aujourd'hui, ça ne sera pas un cadeau. Il devra être remboursé. Et tous les gouvernements d'Europe, de toutes couleurs politiques, qui acceptent cela, s'engagent à mener les politiques d'austérité bien pires que les précédentes pour imposer les remboursements. D'ailleurs, le journaliste, à un moment donné, interrogeant Mme Lagarde, a dit « bon, il faudra bien à un moment ou à un autre inventer de nouveaux critères de Maastricht, Mme Lagarde ». Et bien sûr, elle n'a pas répondu. Parce que bien sûr qu'il faut chercher… Alors, pourquoi ça nous pose un problème, camarades ? Bien sûr, cette politique, il faut la combattre. Bien sûr, cette politique, elle n'est pas acceptable. Bien sûr, dans la manière dont ils la mettent en œuvre, il y a la crainte, il faut dire les choses clairement, il y a la crainte de l'explosion, la crainte de la lutte de classe généralisée, la crainte que les travailleurs n'acceptent pas, ils n'acceptent déjà pas aujourd'hui. Ils sont déjà dans un état d'esprit de révolte aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une crainte que les choses aillent beaucoup plus loin. Oui, mais il y a là une question politique qu'on ne peut pas contourner. Quelle est la position des organisations qui se réclament de la classe ouvrière? Parce que ce plan financier considérable dont je viens de parler, le point de départ, c'est la loi du 19 mars 2020, dont je rappelle, et nous le regrettons, qu'elle a été adoptée à l'unanimité par les députés et les sénateurs. À l'unanimité. Ce qui veut donc dire non seulement les députés macronistes, ce qui est normal, ceux de droite et d'extrême droite, c'est dans l'ordre des choses, mais aussi par tous les députés du Parti socialiste, du Parti communiste et de la France insoumise, c'est un fait. Alors, ça crée une contradiction. Parce que vous le savez, en ce moment, beaucoup de gens, et c'est normal, font des propositions pour l'avenir. Moi, j'ai lu par exemple je ne sais plus combien, je crois 4 propositions de loi présentées par le groupe parlementaire de la France insoumise, dans laquelle il y a beaucoup de bonnes choses. Hein, ils proposent des réquisitions des entreprises, etc. etc. J'ai lu les 74 ou 75 propositions du groupe du Parti communiste français à l'Assemblée nationale. Bon, je n'ai pas lu les propositions du Parti socialiste, puisque le Parti socialiste, lui, propose d'imaginer l'avenir avec le groupe de Macron. Là, c'est comme plus compliqué à s'y intéresser. Mais dans les propositions des députés du Parti communiste ou de la France insoumise, il y a beaucoup de propositions qui sont bonnes. Enfin, il y a un problème. Elles vont être financées comment? Une fois que vous avez donné 343 et maintenant 493 milliards aux banquiers, il y a une contradiction absolue. Vous ne pouvez pas d'un côté donner les clés de la maison à la classe capitaliste parce que 393 milliards d'euros, c'est plus que le budget annuel de la France. Vous ne pouvez pas d'un côté donner ça aux capitalistes et de l'autre dire que vous allez vous en prendre à leurs intérêts. Ça n'est pas réaliste, ça n'est pas crédible. De la même manière, quand on lit aujourd'hui toute une série d'appels de militants ouvriers qui font appel à la Banque centrale européenne, il y a là quelque chose qui n'est pas imaginable. Vous le savez, par exemple, Philippe Martinez, le responsable de Solidaire, le responsable de la FSU, les responsables d'Attaque, ont lancé un appel qui s'appelle « Plus jamais ça ». À juste titre, ils disent « il ne faut plus retrouver la situation actuelle ». Ils ont raison.
Mais qu'est-ce qu'ils font comme proposition pratique? Je cite, « Il faut que la Banque centrale européenne prête 750 milliards d'euros aux États. » De leur côté, les députés de la France insoumise, dans la déclaration qu'ils ont faite hier à propos des décisions de l'Eurogroupe, disent la même chose, il faut que la Banque centrale européenne prête aux États. Enfin, camarades, on n'est pas des enfants de cœur, on n'est pas nés de la dernière pluie. La Banque centrale européenne, elle a été créée par le traité de Maastricht dans un seul but, garantir la stabilité de l'euro. Elle n'est pas là pour prêter de l'argent aux États, elle n'est pas là pour aider les ouvriers, elle n'est pas là pour empêcher le chômage, elle n'est pas là pour sauver la Sécu, elle n'est pas là pour préserver les services publics, elle est là pour préserver les banques. D'ailleurs, Madame Lagarde, qui est la chef de la BCE, le dit. Et ce n'est pas le changement de tel ou tel qui va modifier ça. En plus, demandez à la BCE, camarades. C'est donc faire dépendre une politique de l'accord des 27 pays qui composent l'Union européenne. Vous imaginez le caractère totalement irréaliste de telle proposition. Donc, il y a une contradiction. On ne peut pas dire qu'on veut mettre en œuvre une orientation qui va défendre les intérêts du peuple et demander la permission à la Banque centrale européenne. On ne peut pas dire qu'on va répondre aux besoins urgents des travailleurs et des jeunes et dire que ça va passer par le fait qu'on donne l'argent aux banques. Donner l'argent aux banques, demander la permission à la Banque centrale européenne, c'est ce qui s'est passé sur ce continent depuis 30 ans et le résultat dramatique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui face à la pandémie. Que cela plaise ou non, on ne peut pas demander à un organisme qui a été le bourreau des peuples pendant 30 ans. Rappelez-vous la Grèce, rappelez-vous l'Espagne, rappelez-vous le Portugal. La Banque centrale européenne, c'est le bourreau des peuples et des services publics et de la démocratie depuis 30 ans. On ne peut pas demander au bourreau des peuples de se transformer par un claquement de doigts en un sauveur des peuples. L'issue pour les peuples, l'issue pour les travailleurs exige la rupture avec la dictature des banques et avec la Banque centrale européenne. Elle exige aussi la rupture avec la Ve République. Il s'est passé il y a 2 semaines un fait qui est passé un peu inaperçu, mais qui est quand même très significatif. Plusieurs associations, dont Actes de Paris, le collectif Interhôpitaux, etc., se sont adressées au Conseil d'État pour demander la réquisition des moyens de production de matériel et de médicaments. Une demande parfaitement légitime. Le Conseil d'État leur a répondu en disant que dans la Constitution française, on ne peut pas réquisitionner, sauf si la preuve est faite que le gouvernement n'a rien fait pour régler le problème. Or, comme le gouvernement, vous le savez, a fait plein de choses pour régler le problème, donc ces associations ont été déboutées. Ce n'est pas surprenant, le Conseil d'État, il est là pour préserver la Ve République, la Ve République est là pour défendre les intérêts des capitalistes. Bien, les associations qui ont fait cette démarche ont dit « nous en prenons acte et nous chercherons à convaincre demain le Conseil d'État ». C'est un choix. Mais il est illusoire de croire que des mesures aussi indispensables que la réquisition peuvent faire l'économie de la rupture avec la Ve République. Ce n'est pas facile. Rompre avec la Ve République, rompre avec les banques, c'est un programme ambitieux. Mais si on ne s'engage pas dans cette voie, camarades, alors la différence de tous ceux qui disent « demain ne sera pas comme avant », si on ne s'engage pas dans cette voie, il y a une certitude, demain sera bien pire qu'avant. Et on retombera dans les mêmes ornières en bien pire parce que la situation est beaucoup plus dramatique. Alors, c'est un débat. C'est un débat, nous l'avons engagé dans les colonnes de la Tribune des travailleurs, avec des militants de toutes tendances qui ne partagent pas nécessairement notre point de vue. C'est une discussion normale. Mais il faut être clair. Si demain un gouvernement doit prendre les choses en main dans ce pays, ce sera ou bien un gouvernement soumis aux banques et à la BCE, ou bien un gouvernement soumis aux besoins du peuple travailleur. On ne pourra pas marier l'eau et le feu. C'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, au POID, nous combattons pour l'Assemblée constituante souveraine qui définira les formes et le contenu de la démocratie, pour l'union libre des peuples de toute l'Europe, débarrassée de la Banque centrale européenne et pour un gouvernement ouvrier, un gouvernement des travailleurs. Alors, on nous dira, oui, mais aujourd'hui, quoi faire? Bien sûr que c'est une question. Il peut sembler qu'aujourd'hui, il soit difficile d'agir, mais c'est momentané. Regrouper les forces aujourd'hui, c'est s'organiser pour les combats d'aujourd'hui et s'organiser pour les combats de demain. Il ne fait aucun doute qu'un jour ou l'autre, un peu plus tôt, un peu plus tard, le confinement s'achèvera. Et au-delà du confinement,
les plus gigantesques confrontations entre d'un côté des millions d'opprimés et d'exploités qui subissent dans leur chair cette politique destructrice et ceux qui ordonnent cette politique. La confrontation sera devant nous. Alors, la préparer, c'est faire connaître le journal La Tribune des Travailleurs, le faire discuter, vous qui êtes abonné, de trouver autour de vous d'autres qui s'y abonnent. C'est de faire connaître la pétition qui exige que les 343 milliards, les 400 milliards maintenant reviennent au service du peuple travailleur. Et se préparer, c'est se regrouper, c'est s'organiser, c'est construire un parti. On n'échappera pas au fait que le combat pour un gouvernement ouvrier exige leur groupement dans un parti ouvrier. Tous ceux qui partagent ce point de vue et cette perspective, tous ceux qui ne veulent pas laisser passivement l'humanité sombrer dans la barbarie, la décadence à laquelle nous assistons aujourd'hui, entendront cet appel. Oui, construire un parti ouvrier au service des seuls intérêts des opprimés et des exploités. Camarades, je le répète, nous ne serons pas toujours confinés. Viendra un jour où il sera possible à nouveau de se regrouper physiquement. Quand ce jour viendra-t-il, nul ne le sait. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer ceci. En quelques semaines, le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. Que nous soyons confinés ou que nous ne le soyons plus, se tiendra un meeting international, pas internationaliste, international. Un meeting international où des camarades de tous les continents, de 30 à 40 pays, prendront la parole en commun, déterminés ensemble à jeter les bases d'une authentique internationale ouvrière, à en finir avec le monde de barbarie, de misère, de guerre, d'exploitation, de discrimination, qui est responsable, comme l'a dit le camarade Lorenzo, qui est responsable d'une situation où les gens croient mourir du coronavirus, alors qu'en réalité, ils meurent d'une politique qui a permis à ce coronavirus et qui lui permet de prendre des dimensions invraisemblables et inimaginables. Alors oui, nous sommes aujourd'hui confinés, chacun chez nous, mais nous sommes reliés par la discussion que nous avons eue ce soir. Je le dis par les chiffres qui m'ont été donnés par les camarades. Plus de 3500 travailleurs, militants et jeunes ont ce soir participé à ce curieux meeting qui nous isole à la fois chacun chez nous et qui nous rassemble dans une même cause. Oui, camarades, nous ne serons pas toujours confinés. Et comme le dit le chant des travailleurs du monde entier, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bonsoir, camarades. Debout les armées de la guerre, debout les forces de la faim, la raison commence sur la terre, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons c'est la lutte finale contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tréma. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que l'œuvre le rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons, nous mène notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Ouvriers et paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs.
soleil brillera toujours. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour